Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans ce nouveau programme de seconde, dans le deuxième thème, un jeu contemporain de la planète, nous allons nous intéresser tout d'abord aux géosciences et à la dynamique des sols. Et pour ce faire, nous allons commencer par l'érosion, voir l'ensemble des processus de ce phénomène et quelles sont ses conséquences. Vous êtes prêts? C'est parti! Un peu de définition, ça fait pas de mal. L'érosion, c'est l'ensemble des processus de mobilisation et de transport des éléments chimiques ou minéraux d'une roche. Alors, si on décortique tout ça, mobilisation. Mobilisation, ça veut dire sortir de la roche. Finalement, c'est ce qu'on appelle l'altération. Et l'altération, c'est quoi? C'est l'ensemble des processus physico-chimiques qui conduisent à la perte de liaison des éléments chimiques et à la déstabilisation des minéraux, permettant leur mobilisation pour le transport. Bref, c'est l'ensemble des processus qui permettent de faire cac, 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 casser, voilà, facilement, ensuite transporter, blou, blou, blou. Et donc le transport, c'est le déplacement des éléments solides avec ou sans fluide. Voyons un premier exemple d'altération. On va commencer par l'altération physique. Dans le désert de Hogar, nous avons des amplitudes thermiques très importantes entre la journée et la nuit. On peut avoir des variations de 2 degrés par minute, ce qui vont provoquer des micro-fissures dans la roche. Voilà des micro-fissures. Et on voit très bien donc cette roche qui est fracturée en raison des variations de température. Et ça s'appelle la thermoclastie. Autre exemple ici, nous avons un rocher qui est complètement fracturé. Donc vous avez une pièce ici pour vous donner un repère d'échelle. Nous sommes dans les Alpes et c'est ce qu'on appelle la cryoclastie ou gélifraction. Et vous l'aurez compris que ces fracturations sont dues aux variations de température qui vont provoquer le gel de l'eau qui s'insère dans les petites fissures de la roche. Et l'eau, vous savez que quand elle gèle, elle a une augmentation de volume de 9 à 10%. C'est ce qui va donc augmenter la taille de la fissure. Et à chaque fois, donc, le gel va redonner de l'eau liquide. La fissure étant plus large, elle va se remplir de plus d'eau. Et donc, forcément, quand ça va regeler, ça va augmenter de 9 à 10%. Une quantité d'eau donc plus importante qu'au départ. Et au fur et à mesure, on va écarter la fissure jusqu'à tout fracturer. Ce phénomène est à l'origine des gros éboulis en été. Nous avons donc en été des fissures qui se remplissent d'eau. Et à l'approche de l'hiver, l'eau va geler, va écarter la fissure. Donc tant que le gel est à l'intérieur, ça va un peu tenir. Et au moment du dégel, l'eau va s'écouler. Et le morceau de roche, ici, hop, va s'effondrer. Donc lui, vous voyez bien qu'il est retenu que par un tout petit bout ici. Et sous son poids, il va s'effondrer. C'est l'origine des éboulis de printemps dans les chaînes de montagne. Nous avons ici un autre exemple, le temple de Wat Siem Reap à Angko au Cambodge, où vous voyez ici très bien les racines des banians géants. Ces racines donc vont libérer des substances acides qui vont attaquer la roche. Ensuite, elles vont s'insérer dans les fissures qu'elles ont provoquées grâce à leurs substances acides. Et en poussant, elles vont écarter, écarter, écarter. Donc je pense qu'en Europe, vous avez plus facilement vu ce genre de photographie avec des pans rocheux et des racines qui s'insèrent dans les fissures et qui, au fur et à mesure de leur croissance, élargissent les fissures. Passons maintenant à l'altération chimique, avec ici un exemple d'alloclastie. Donc ça vient du grec allos qui veut dire sel et clastos qui veut dire briser. Donc vous avez une fragmentation de la roche par formation des cristaux de sel. Donc ici dans les fissures, c'est blanc, il y a des cristaux de sel qui se sont formés à partir des ions contenus dans l'eau de mer. Donc les évaporations dues au soleil vont favoriser la formation des cristaux dans les fractures et à ce moment-là, les roches de bord de mer vont subir une surpression des minéraux et une désolidarisation des minéraux de la roche et on va avoir ces fractures apparaître. Très connu en Europe, ces paysages de chaos granitique. Alors pourquoi on appelle ça un chaos? Parce que les roches sont un peu disposées n'importe comment et regardez celle-ci. On dirait qu'elle est en équilibre sur une autre et on se demande comment elle est arrivée là. Mais tout simplement, nous avons eu une hydrolyse des minéraux les plus fragiles du granit et cette hydrolyse a favorisé le déplacement des minéraux désolidarisés qui sont partis. Et forcément, les parties de la roche la plus dure qui a pu résister à l'impact de la pluie, elle reste solide, mais vous voyez qu'ici, tout est parti à cause de la pluie. Donc on a eu du ruissellement qui a entraîné les débris et qui font que on se retrouve avec une grosse boule de granit qui semble flotter, être en équilibre sur une ancienne. Donc globalement, voilà comment ça se passe. Vous prenez un granit sain constitué de quartz de feldspathe et de mica.
Le minéral le plus fragile ici, c'est le mica. Il va subir l'attaque par l'eau. Il va se transformer en argile. Ces particules d'argile, elles vont être transportées facilement par l'eau de pluie. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une roche fracturée qui va être transportée, séparée en petits morceaux. Et ça va donner une sorte de sable qu'on appelle une arène granitique. Donc voici un autre exemple de chaos granitique où vous voyez bien qu'on a un empilement de cailloux. On se demande mais qui c'est qui les a mis là? Ben, en fait personne ne les a mis là. Ils étaient là au départ, sauf qu'au départ c'était un seul et même bloc et qu'il a été érodé à certains endroits et que les particules ont été entraînées, transportées. Après l'hydrolyse du granit, voici des réactions chimiques entre minéraux. Nous sommes ici sur un paysage de bord de mer. Nous avons donc l'eau de la mer qui réagit avec des ions présents dans les minéraux de la roche. Il y a des échanges, ça déstabilise le réseau cristallin et ça augmente la perméabilité de la roche. Et on va avoir ce qu'on appelle ici une alvéolisation. Et vous voyez qu'en fait, chaque rond correspond à des gouttes de projection d'eau de mer. Donc sur le littoral rocheux constitué de roches volcaniques, on va souvent observer ces phénomènes de trous dans la roche qui sont dus en fait au dépôt des gouttes d'eau de la mer et des réactions chimiques. Ces formations en nid d'abeilles vont parfois se faire vers le haut, c'est ce qu'on appelle ici un taphonis. Ces taphonies, eux, sont dus aux embruns puisqu'il y a le vent. Hop, alors vous allez me dire, la mer, elle est derrière. Oui, bon, et qui vous dit qu'on n'est pas sur une petite île et qu'il y a de la mer de l'autre côté. Bref, c'est le vent qui amène les embruns. Les embruns viennent percuter cette paroi verticale de roche et on va se retrouver avec le même processus, sauf que cette fois, on va creuser verticalement. Et donc, on va avoir toujours ce processus d'alvéolisation. Ce phénomène de réaction chimique entre l'eau et les minéraux des roches peut se dérouler sur d'autres roches que les roches volcaniques. On peut très bien le voir sur des roches calcaires. Et c'est typiquement la formation des paysages karstiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paysage karstique par rapport à un terrain non karstique ici en légende numéro 1? Un paysage karstique, c'est un paysage qui va présenter des effondrements, des creusements, comme ici un canyon, une reculée. Nous pouvons voir des vallées parfois sèches et en fait l'eau va réagir avec la roche. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie est riche en CO2 dissous. Elle va former au contact du calcaire de l'acide carbonique, HCO3-. Et vous vous en doutez bien que cet acide carbonique va ruisseler, circuler dans le sol, le sous-sol et va creuser la craie, le calcaire. Et on va se retrouver donc avec des réseaux souterrains et donc un sol qui s'effondre jusqu'à avoir donc ce qu'on appelle des petits effondrements, des ouvalas, ou voire même des lapièzes. C'est donc un paysage qui va être très riche en grottes et en rivières souterraines. Pourquoi? Parce que le calcaire subit l'action de l'acide carbonique, c'est-à-dire du CO2 dissous de la pluie qui aura réagi avec le calcaire de la roche. Dans cette expérience, nous allons tester l'action d'un liquide acide, ici le vinaigre blanc, sur deux roches, un calcaire et un basalte. Observons ce qui se passe avec d'abord de l'eau normale. Je pose maintenant une goutte de vinaigre. Rien de particulier. Observons d'abord ce qui se passe avec de l'eau normale. Je dépose une goutte, il ne s'est rien passé. Je prends maintenant du vinaigre. Vous voyez? Nous avons ici une réaction. Le vinaigre a attaqué le calcaire, a réagi avec la formule du calcaire et a dégagé un gaz, le dioxyde de carbone. Donc le vinaigre va attaquer la roche, l'abîmer et c'est ce qui fait que dans les plateaux calcaires, nous avons beaucoup de gouffres et de grottes. On a vu les différents moyens d'altération. Voici maintenant des exemples de transport. Alors, on a dit transport avec ou sans fluide. On va commencer donc sans fluide avec le simple glissement gravitaire. C'est-à-dire que vous aviez des fissures et puis sous le poids même de la roche, vous avez tout un bloc qui bascule. Et on va se retrouver forcément avec des fracturations et des morceaux. Donc, typiquement ici, on voit très bien parce qu'il y a la végétation qui s'est détachée. Du coup, hop, 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 hop et vloup! Glissade, toboggan. Dans les hautes chaînes de montagne, on va observer donc des éboulements de roches sans eau, sans rien. C'est simplement sous l'effet de la gravité de leur poids. On peut avoir des écoulements gravitaires avec fluide. Et attention, ici le fluide c'est de l'air. C'est typiquement ce qui se passe sur les dunes, sur les tas de sable. Quand d'un coup vous voyez, hop, un petit éboulis de sable qui coule. Et il coule comment? Parce qu'il y a de l'air qui l'a aidé, qui l'a supporté et ça a permis donc au sable de glisser. Alors l'air n'est pas capable de tout porter. Ici nous avons un écoulement gravitaire avec fluide. D'accord? Donc en fait c'est une coulée de boue tout simplement. Et dans cette coulée de boue on va retrouver différents éléments provenant de l'érosion. Et bien sûr les plus gros et les plus lourds vont être transportés le plus loin possible.
Et nous avons donc les blocs à l'avant au niveau du front et puis les graviers. Et sur l'arrière, nous avons la matrice, tout ce qui est inférieur au millimètre, ça va être toutes les boues. Donc là, nous sommes encore dans le cas des écoulements gravitaires, c'est-à-dire sous l'effet de la gravité. Nous voyons maintenant un écoulement d'un fluide propulseur, ici l'air. Et là, nous avons donc typiquement un paysage d'érosion éolienne sur les contreforts occidentaux du Djebel. Et donc, nous avons un déplacement des dunes. Et ce que vous voyez, là, ces petits trous, ce sont des creusements dus au vent qui va donc enlever le sable. Et ces figures sont donc verticales et elles sont typiques d'une érosion par le vent. Un autre exemple d'érosion par fluide propulseur que vous avez appris en géographie, ce sont les déserts. Et dans les déserts, il y a des paysages particuliers qu'on appelle des regs. Tous les grains de sable ont été enlevés et il ne reste que des cailloux par terre. Alors bien sûr, les différents éléments solides vont être transportés en fonction de différents paramètres. Ça va être leur taille et la vitesse du vent. D'accord? Donc nous allons avoir en suspension les particules qui font moins de 100 micromètres d'épaisseur. Les particules qui font entre 50 et 500 micromètres vont faire ce qu'on appelle une saltation. Elles vont sauter, elles vont rebondir. Et par contre, les grosses particules, elles vont plutôt faire de la reptation. L'eau est également un fluide propulseur. Vous avez donc sous l'effet de la pluie, détachement des éléments qui vont être transportés, qui vont finir par se déposer ailleurs. Positionnons les roches dans les entonnoirs. Maintenant, versons de l'eau sur ces roches et observons ce qu'il se passe. L'eau est restée translucide en passant sur le calcaire. Au contraire, l'eau qui est passée sur la marne est devenue trouble. Nous avons donc ici une roche résistante à l'eau et ici une roche non résistante à l'eau. Donc typiquement, ça va être ça. Voilà, une méga giga coulée de boue sous l'effet de la pluie. Donc nous avons ici le cône de déjection. Donc petit schéma d'interprétation, nous sommes sur les flancs de la montagne, c'est ce qu'on appelle le bassin de réception. Nous avons érosion dans cette zone, puis un chenal d'écoulement avec érosion et transport. Et arrivé au bout, elles vont donc s'étaler dans un cours d'eau par exemple permanent. Et on va avoir le fameux cône de déjection. Alors comment savoir si une particule est érodée ou transportée? Hjulström a mis en place un diagramme après différentes études en fonction de la vitesse du courant en centimètres par seconde et de la dimension des particules. Donc 3 possibilités. Si vous êtes une particule d'1 millimètre, si vous subissez une vitesse de courant de 1 cm par seconde, vous êtes trop lourd, vous êtes déposé. Si ce courant est un petit peu plus fort, 10 cm par seconde, vous allez pouvoir être transporté. Donc, si la vitesse est faible, vous serez déposé. Si la vitesse du courant est plus forte, le courant est plus puissant, il va pouvoir vous déplacer. Si par contre le courant est vraiment très fort, par exemple ici 100 cm par seconde, voire 1000 cm par seconde, là vous êtes dans une zone où vous allez subir de l'érosion. Pourquoi? Parce que vous allez vous cogner contre toutes les particules qui sont transportées dans tous les sens, parce que ça coule très vite. Donc ici, en fonction de la dimension des particules et de la vitesse du courant, votre particule va soit se déposer, soit être transportée, soit être érodée. Donc forcément, au cours du trajet dans une rivière, une même particule peut subir les 3 phénomènes en fonction de la vitesse du courant. En général, dans les gorges, au départ, où c'est assez en pente, ça coule fort, les particules subissent de l'érosion. Plus elles avancent, plus la pente de la rivière diminue, elles subissent un simple transport jusqu'à ce que la vitesse ralentisse suffisamment dans les plaines pour arriver au dépôt. Maintenant que vous êtes des pros, on va voir quelques petits paysages, des exemples de formation, de paysages en raison de l'érosion et du transport. Donc ici, typiquement le cas granitique dont on a parlé. Donc au départ, vous avez un massif granitique qui va subir une fissuration en raison de l'eau de pluie de ruissellement. Progressivement, l'altération va se mettre en place. On va avoir donc une arène granitique qui se met en place, c'est-à-dire du sable provenant de l'attaque du granit par l'eau de pluie, les micas se transforment en argile, tout se désolidarise. Souvenez-vous, mes petites pièces de Lego, tout se détache. Et comme si ça ne suffisait pas, il continue de pleuvoir et à ce moment-là, la pluie va dégager l'arène granitique et on va avoir donc mise à nu, mise à jour des gros blocs qui, eux, ont résisté. Parfois, on peut arriver à ce genre de paysage avec ce qu'on appelle les cheminées de fées. Et donc, vous vous promenez et qu'est-ce que vous voyez? Un espèce de bloc
en équilibre sur une colonne d'argile. Puis vous vous demandez, mais comment il est arrivé là-haut celui-là? Alors une époque, on disait c'était la magie, c'est pour ça qu'on appelle ça les cheminées de fées, parce qu'on pensait que c'était la porte et que c'était le tunnel pour les fées qu'elles allaient dans la terre. Oui, bon, mon œil. Voici l'histoire, de gauche à droite, des cheminées de fées. Vous avez au départ un massif avec beaucoup de cailloux et de l'argile. Il pleut. Les cailloux jouent le rôle de chapeau, de parapluie. Ça va s'éroder tout autour de chaque chapeau. Ça va se creuser. Et au fur et à mesure de la pluie, eh ben, nos cheminées de fées vont se former puisque les cailloux vont continuer de jouer leur rôle de parapluie et vont protéger l'argile qui est juste sous eux. Et forcément, tout ce qui est autour va être érodé, sauf ce qui est protégé par le caillou. L'eau a emporté le sable et le gravier, les pierres commencent à apparaître. On distingue bien ici des colonnes de roches friables protégées par des blocs rocheux. Ce sont les cheminées de fées. On va donc obtenir à la fin ce caillou qui sert de parapluie. L'eau va tomber sur le caillou qui va protéger la colonne. Bon, d'accord, ça va ruisseler un petit peu. D'accord, ça va creuser un petit peu, mais quand même beaucoup moins que si on n'avait pas ça en protection. Donc il arrivera un moment où, oui, vous voyez ici, c'est un peu plus fin. Ça va s'effondrer, ça va se casser. Ce n'est pas éternel. Donc globalement, les étapes de l'érosion d'une chaîne de montagne. Vous avez une chaîne de montagne haute qui va subir une première altération de transport. On va voir creusement, c'est ce qu'on appelle les gorges. Donc ici, un paysage des gorges de l'Ardèche. Sauf qu'au fur et à mesure que la pluie tombe, que la rivière coule, tout est érodé, déblayé, on transporte, on enlève de la matière. On va progressivement avoir ce qu'on appelle une vallée en V qui va se former. Alors en V, pourquoi? Parce que les pentes sont plutôt douces et qu'on ça forme effectivement un V avec la rivière qui coule au milieu et qui transporte. Plus ça va, plus la vallée s'élargit. Pourquoi? Parce que nos petites chaînes de montagne, elles continuent de subir l'érosion, mais forcément, si elles subissent l'érosion, tout ce qui se détache, coule dans la vallée, va être transporté. Donc là, hop, on diminue en altitude sur les côtés. Et comme on creuse également les flancs, eh ben, on écarte les limites de la vallée, puisqu'on creuse. D'accord? Donc progressivement, notre vallée en V s'élargit. Et on va finir par obtenir, au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle une pénéplaine, c'est-à-dire une plaine qui provient donc de l'érosion totale d'une chaîne de montagne, avec au milieu une rivière qui fait ses méandres, qui a toute la place pour circuler. Vous voyez qu'il n'y a quasiment plus de relief. On peut estimer la vitesse d'érosion des chaînes de montagne. Pour cela, il suffit de mesurer le volume de sédiments qui a été transporté par les rivières. Ainsi, on va envoyer en mer au niveau des bassins. Donc ici, je vous rappelle que vous avez le Rhône, donc ici, qui est rejoint par la Saône, qui brasse les sédiments provenant de cette partie de la chaîne de montagne. Ces sédiments vont être transportés jusqu'à la Méditerranée et grâce à des bateaux équipés de sonars, on va pouvoir estimer l'épaisseur de différents sédiments et on va voir donc des zones qui font 4000 mètres ou 8000 mètres d'épaisseur. On va se mettre sur un autre bassin versant, l'autre partie des Alpes qui, elle, est érodée et drainée par le Pô. Et le Pô, donc, va libérer tous ces sédiments dans cette partie de la mer, donc la mer Adriatique, et nous allons pouvoir mesurer l'épaisseur des sédiments grâce au bateau sonar. Et ainsi, le volume estimé de roches sédimentaires déposées dans la mer divisé par la surface actuelle des Alpes va nous donner finalement l'épaisseur qui a été enlevée des Alpes. Alors les bateaux ont estimé entre les deux mers, c'est-à-dire les bassins versants des deux fleuves Rhône et Pô, 1 255 160 km3 de sédiments au fond de la mer. La surface actuelle des Alpes est de 179 666 km². Ce volume donc de sédiments était à l'origine réparti sur cette surface. Et donc si on divise ce volume par la surface, nous allons donc km3 divisé par km², obtenir des kilomètres, c'est-à-dire l'épaisseur des sédiments qui étaient sur les Alpes, à savoir 6,98 km. C'est-à-dire que les Alpes ont perdu 6,98 km d'épaisseur sur toute leur surface. Alors vous allez me dire, ça me sert à quoi? Eh bien, à connaître la vitesse d'érosion. Ça nous donne donc une vitesse de 0,14 mm d'érosion
par an, c'est-à-dire tous les ans, la surface globale des Alpes perd 0,14 mm. C'est une moyenne, on est d'accord. Ainsi, les sédiments sont transportés jusqu'à leur lieu de dépôt. On parle de sédimentation. Ils vont contribuer à leur tour à modifier le paysage. En conclusion, vous l'aurez compris, les multiples visages de notre Terre dépendent donc des agents d'érosion, l'eau, le vent, les végétaux, des conditions climatiques, chaleur, gel, dégel, et bien sûr de la nature des roches, et notamment de leur cohérence et de leur composition.